Le professeur de ma fille lui mettait d'excellentes notes alors qu'elle ratait tous ses contrôles. Intrigué, j'ai voulu tirer cette histoire au clair et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. L'école n'a rien voulu entendre, alors j'ai pris les choses en main et mis au jour un secret abject, bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé lors de la réunion parents-professeurs de ma fille, qui a 18 ans. Son enseignant m'a lancé « C'est une élève brillante et une jeune femme exceptionnelle ». Son sourire m'a mis mal à l'aise. Il y avait quelque chose de bizarre dans sa façon de parler. Ce qui m'inquiétait encore plus, c'est que dans toutes les autres matières, ma fille était limite au bord du redoublement, sauf en physique, où elle cartonnait. Dès notre retour à la maison, je lui ai demandé pourquoi M. Jones était le seul à lui donner d'aussi bonnes notes. Elle s'est figée, comme prise au piège, puis a bredouillé qu'elle adorait la physique. Mais le problème, c'est que j'ai fait des études de physique moi-même, alors j'ai voulu vérifier en lui posant 2 ou 3 questions toutes simples. Elle n'a rien su dire. Cette nuit-là, j'ai tourné en rond sans pouvoir dormir, obsédé par la question. Comment pouvait-elle avoir de si bonnes notes alors qu'elle ne savait même pas expliquer la gravité? Le lendemain, pendant qu'elle était en cours, j'ai fouillé dans ses affaires, même si je savais que ce n'était pas correct. Mais j'avais peur qu'elle soit manipulée sans s'en rendre compte. Ce que j'ai trouvé dans son journal intime m'a glacé le sang. Elle y écrivait que ce qu'elle faisait avec monsieur Jones la rendait malade, mais qu'elle n'avait pas le choix. J'ai blêmi en lisant ça. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai appelé le proviseur pour lui expliquer que monsieur Jones obligeait ma fille à entretenir une relation déplacée avec lui en échange de bonnes notes. Mais, à ma grande stupeur, on a balayé mes accusations. Sans preuve autre qu'un journal intime, rien n'était possible. J'étais fou de rage. J'ai attendu que ma fille rentre. Je l'ai installée à table et lui ai demandé de me dire la vérité, de m'expliquer ce qui se passait avec ce professeur. J'ai fait comme si je savais déjà tout, pour qu'elle comprenne qu'il était inutile de mentir. Elle s'est effondrée et a tout raconté. Ce que j'ai découvert dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Au début de l'année, M. Jones l'avait surprise avec un peu d'herbe, ce qui aurait pu la faire exclure. Elle lui avait supplié de ne rien dire, prête à tout, et il en a profité. Depuis, chaque semaine, elle se rendait chez lui après les cours, dînait avec lui et devait se faire passer pour sa femme décédée, porter ses vêtements, endosser le rôle de mère auprès de son fils de 3 ans. Ma fille m'a confié qu'elle vivait tout ça comme une torture, mais qu'elle se sentait coincée. Elle avait tenté d'en parler au proviseur, preuve à l'appui, mais il lui avait répondu qu'étant majeur, il n'avait pas à intervenir, que tout cela relevait de choix personnels. Elle s'est effondrée en larmes dans mes bras, et à ce moment-là, j'ai su qu'il fallait agir. J'étais flic, j'avais des contacts, et j'allais faire en sorte que M. Jones réponde de ses actes. J'ai commencé à rassembler des preuves en installant une appli d'enregistrement sur le téléphone de Sage. J'étais cependant bien conscient que du point de vue légal, ce genre de preuve était délicat. J'ai donc pris conseil auprès de mon ami Owen au parquet. Il m'a rassuré, dans notre état, il suffit que l'une des 2 personnes soit d'accord pour enregistrer une conversation. Sage pouvait donc enregistrer sans prévenir Jones. Mais il m'a aussi mis en garde. Vu mon implication, il valait mieux tout noter avec précision pour pouvoir constituer un dossier solide si besoin. Sage a accepté d'enregistrer sa prochaine visite, même si elle était morte de trouille à l'idée que Jones découvre le téléphone. Je lui ai cousu une poche secrète dans son sac à main pour y cacher l'appareil, micro bien en place. On a fait plusieurs essais pour être sûr que le son serait bon sans que ce soit repérable. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Pour renforcer le dossier, j'ai voulu creuser le passé de Jones, mais fouiller dans les fichiers de la police pour des raisons personnelles est interdit. J'ai donc demandé à ma collègue Jamie de vérifier un signalement anonyme, comme si cela venait d'un simple citoyen. Je n'étais pas tranquille avec ça, mais Jamie est quelqu'un de confiance, et bien qu'elle ait compris que c'était personnel, elle n'a rien dit. Sa recherche a révélé que Jones avait changé de district scolaire 3 fois en 5 ans, ce qui n'est jamais bon signe pour un prof. La plupart restent des années, sauf gros problème. Ce qui était encore plus louche, c'est que les motifs de ces mutations étaient consignés dans des dossiers confidentiels. Il fallait que j'en sache plus. J'ai contacté Tatum, des ressources humaines du rectorat, en prétextant une vérification pour une autre enquête. Il m'a simplement dit que des inquiétudes avaient été signalées dans ses anciens établissements, mais qu'il n'avait pas le droit d'en dire davantage sans feu vert officiel. C'était suffisant pour comprendre qu'il y avait anguille sous roche. J'ai profité de mes jours de congé pour me rendre sur place, dans ses anciens collèges. J'ai fait 2 heures de route jusqu'au dernier, où je me suis présenté comme le père d'une élève qui envisageait d'emménager dans le secteur, cherchant des infos sur certains professeurs. On m'a souvent envoyé balader, mais j'ai eu la chance de tomber sur une conseillère qui se souvenait de Jones. Elle avait l'air hésitante, mais quand j'ai montré mon badge et parlé d'une enquête en cours, ce qui était presque vrai, elle s'est un peu livrée. La conseillère m'avait confié que plusieurs élèves s'étaient déjà plaintes du comportement de Jones, sans qu'aucune démarche officielle n'ait jamais été entreprise.
Ça m'avait profondément marqué à l'époque. Plutôt que de s'attaquer au problème, l'administration avait préféré le déplacer dans un autre district, se contentant de balayer la situation sous le tapis pour protéger l'institution, au détriment des élèves. J'ai encore du mal à encaisser tout ça. J'aurais voulu retrouver ces anciennes élèves, mais la plupart avaient requitté l'établissement et la loi interdisait de communiquer leurs coordonnées. J'ai alors passé des heures à fouiller les réseaux sociaux à la recherche de témoignages, espérant tomber sur quelqu'un qui aurait évoqué Jones publiquement. C'est là que tout s'est encore compliqué. Finalement, 2 anciennes élèves ont accepté de me parler malgré leur appréhension. On avait convenu de se retrouver dans un café d'une ville voisine, à l'abri des regards. À l'époque, ça m'avait vraiment remué. Leur récit révélait un schéma très inquiétant. Jones visait des filles fragiles, souvent en difficulté ou en conflit avec le règlement, leur proposant une soi-disant aide personnalisée qui impliquait systématiquement des rencontres privées et des attentes ambiguës. Ce genre de témoignage m'a profondément touché sur le moment. Trop effrayées à l'époque pour aller plus loin, elles ont tout de même accepté de rédiger des déclarations anonymes. J'ai transmis ces éléments à mon supérieur, pensant qu'une enquête allait enfin être ouverte, mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied. Avec le recul, j'aurais dû voir venir les avertissements. Tu peux pas enquêter officiellement, il y a conflit d'intérêts, m'a-t-il expliqué. Ta fille est concernée. Ça m'a vraiment secoué. Je comprends, mais tu sais comment ça marche. Il n'avait pas tort, mais c'était le genre de réponse qu'on n'a pas envie d'entendre. J'ai dû continuer à creuser de mon côté, en avançant à pas feutrés. C'est là que les choses ont pris une tournure encore plus délicate. C'est à ce moment-là que Sage est rentré à la maison avec son premier enregistrement. J'en avais les mains qui tremblaient en l'écoutant. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alerte. On entendait clairement Jones tenir des propos déplacés et utiliser l'incident de l'herbe comme moyen de pression. « Souviens-toi de ce qui peut arriver si tu ne m'aides pas », lançait-il. Avec le recul, j'aurais dû me douter de ce qui se tramait. Ce petit sachet que j'ai trouvé pourrait encore te valoir de gros ennuis. Même si la qualité audio laissait à désirer par endroits, j'ai demandé à R, notre expert technique, d'arranger l'enregistrement discrètement. R me devait un service. Je l'avais aidé à blanchir son fils d'une accusation de vandalisme idiote. Je ne sais toujours pas si j'ai bien fait. L'enregistrement montrait que Jones utilisait clairement l'affaire de l'herbe pour exercer une pression, mais il ne formulait jamais de menaces explicites, du moins pas de façon évidente pour quelqu'un qui n'aurait pas tous les éléments en main. Il nous manquait des preuves plus solides de coercition pour monter un dossier en béton. Je doute encore d'avoir pris les bonnes décisions. J'aurais voulu confronter le proviseur avec ces nouveaux éléments, mais je craignais qu'il ne prévienne Jones en douce. L'attitude nonchalante de Walker me laissait méfiant quant à leur complicité, alors j'ai élargi mes recherches pour voir s'il n'y avait pas autre chose derrière tout ça. J'essaie toujours de digérer l'ensemble. J'ai passé une nuit à éplucher toutes les délibérations du conseil scolaire disponibles en ligne et j'ai découvert que Walker s'était personnellement battu pour l'embauche de Jones, alors même que plusieurs membres du conseil avaient exprimé des réserves sur son parcours. Je ne comprenais pas pourquoi Walker s'était autant impliqué, alors j'ai commencé à creuser sur leur passé commun. Difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti en découvrant que Jones et Walker avaient étudié dans la même université 20 ans plus tôt. Ce n'est pas forcément une preuve en soi. Beaucoup de gens recrutent d'anciens camarades, mais ça soulevait quand même des questions. J'ai alors demandé à Blue, de la cellule des délits financiers, de vérifier discrètement s'il existait entre eux des liens financiers suspects. Blue a découvert que Walker s'était porté garant d'un prêt immobilier pour Jones il y a 3 ans. C'est là que les choses sont devenues franchement louches. Encore une fois, ça pouvait passer pour un simple service entre amis, mais mis bout à bout avec le reste, ça sentait le roussi. Il fallait creuser leur relation pour y voir plus clair. Je me demande encore aujourd'hui si j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait. Le second enregistrement de Sage était sans équivoque. Cette fois, Jones se montrait carrément menaçant. « Si tu cesses de venir, je serai obligé de signaler cette histoire d'herbe », lançait-il. Difficile de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pense à tes dossiers de candidature à la fac. Imagine ce que ça donnerait avec une mention de drogue. Sage n'osait pas le pousser à s'expliquer davantage, paralysé par la peur, mais la manipulation était flagrante. J'aurais voulu placer Jones sous surveillance, mais je ne pouvais pas engager les moyens du service sans déclencher une procédure officielle. C'est difficile à exprimer, tout ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai donc acheté moi-même des mini-caméras que j'ai installées discrètement sur le domaine public autour de chez lui, histoire de rester dans la légalité. La semaine suivante, les caméras ont filmé d'autres adolescentes venant chez lui. Impossible de savoir qui elles étaient sans risquer de commettre un faux pas. Il fallait trouver un moyen de les identifier. J'ai montré des captures à Sage, qui n'a reconnu qu'une seule fille, Jess, de sa classe. J'avais le cœur serré, encore une fois. Il fallait approcher Jess avec prudence, sans éveiller les soupçons de Jones ni ceux du proviseur. J'ai donc organisé une rencontre par hasard dans un café fréquenté par les élèves du lycée. Jess s'est tout de suite montrée méfiante face à mon intérêt, alors j'ai fait venir Sage pour la rassurer. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alerte. On a d'abord bavardé de tout et de rien, puis Sage a subtilement orienté la conversation vers Jones. Grâce à elle, Jess a fini par admettre que Jones la faisait chanter aussi, mais pour des raisons différentes. C'est compliqué à décrire, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Dans son histoire, il l'avait surprise en train de trafiquer ses notes dans le système du lycée.
Pour garder une moyenne suffisante et conserver sa bourse, elle était prête à tout, et il a profité de sa vulnérabilité. C'est là que tout s'est encore corsé. On avait désormais de quoi prouver qu'il y avait un vrai schéma de manipulation, ce qui renforçait sérieusement notre dossier. Jess a accepté d'enregistrer ses conversations avec Jones, mais ses parents sont tombés sur son plan et, forcément, ils étaient furieux. J'avais embarqué leur fille sans leur en parler. Les choses se sont compliquées davantage à ce moment-là. J'ai dû aller leur parler en face, tout leur expliquer pour essayer de regagner leur confiance. Ils étaient méfiants, ce qui est bien compréhensible, mais en écoutant les enregistrements qu'on avait déjà, leur colère a pris une tournure différente. J'ai encore du mal à prendre du recul sur tout ça. Les parents de Jess voulaient tout de suite saisir le conseil d'administration, mais je leur ai expliqué que le proviseur couvrait Jones. Je leur ai montré les preuves reliant Walker à Jones, et je les ai convaincus que tout passé par la voie officielle risquait d'étouffer l'affaire. Ça m'a marqué à l'époque. Finalement, ils ont accepté, mais à contre-cœur, de suivre ma méthode pour faire avancer l'enquête. Comme on accumulait les preuves, j'ai sollicité l'aide de MD, un membre du conseil scolaire en qui j'avais confiance, rencontré lors d'événements associatifs. C'est compliqué à décrire, ce que j'ai ressenti. MD a confirmé mes doutes, m'expliquant que des plaintes similaires avaient déjà mystérieusement disparu. À chaque fois qu'il y a une histoire sur Jones, ça s'évapore comme par magie de l'ordre du jour, m'a-t-il dit. Je me sentais dépassé. J'ai tenté de tirer la sonnette d'alarme, mais on me met systématiquement en minorité. Ils pensaient qu'on était probablement face à des dissimulations orchestrées par la direction du lycée. J'ai demandé à voir les anciennes plaintes, mais le district a répondu qu'elles étaient confidentielles, même pour le conseil. Avec le recul, j'aurais dû voir certains voyants rouges. Du coup, j'ai dû passer par une demande officielle d'accès à l'information via Owen, ce qui allait prendre du temps. Pendant qu'on attendait, Blue est arrivé avec des infos encore plus troublantes. Je n'avais jamais vécu un truc pareil auparavant. Il avait découvert un lien financier entre Jones et Walker, blanchi à travers une boîte baptisée Advanced Educational Tutoring Services. Cette société avait une présence en ligne quasi inexistante, juste un site cheap avec quelques photos passe-partout et 3 lignes d'explication. Il nous fallait l'expertise de la cellule antifraude, mais les impliqués officiellement auraient mis la puce à l'oreille aux principaux concernés. Avec le recul, j'aurais dû me douter de l'ampleur du problème. Blue a découvert que la société de soutien scolaire avait reçu de grosses sommes du district pour des services spécialisés pendant 3 ans. Impossible de demander un mandat sans éveiller les soupçons, donc il fallait ruser. C'est là que ça s'est encore compliqué. J'ai alors appris que le district se préparait justement à une inspection d'accréditation majeure, qui allait jouer sur son financement et son image. Sortir un scandale maintenant pouvait tout faire capoter, d'où la pression pour tout passer sous silence. Impossible de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. J'ai rassemblé tout ce qu'on avait comme preuve pour aller voir le proviseur, en espérant qu'il serait un peu au-dessus de la mêlée. Mais j'ai découvert qu'il était très proche de Walker. Ils jouaient au golf ensemble chaque semaine et partaient en vacances en famille. Je ne sais pas vraiment si j'ai fait les bons choix. Ça expliquait pourquoi Walker se sentait intouchable. J'ai donc décidé de passer outre et de m'adresser à 3 membres du conseil d'administration qui semblaient plus indépendants. Je doute encore d'avoir pris la meilleure décision. Ces 3-là ont examiné nos preuves en privé. Ils ont reconnu que c'était grave, mais craignaient les conséquences juridiques si l'affaire éclatait au grand jour. Ils ont évoqué la solution classique, transférer discrètement Jones ailleurs, perpétuant ainsi ce système odieux qui consiste à déplacer les problèmes sans les régler. Ça m'a profondément marqué. J'ai refusé cette mascarade, réclamant qu'ils rendent enfin des comptes. C'est à ce moment que leur vrai visage est apparu. Ils ont menacé de salir le témoignage de Sage en révélant qu'elle avait été prise avec de la drogue. À nouveau, la situation s'est compliquée. Ils ont tenté de présenter ça comme un dommage collatéral inévitable pour sauver la réputation du district. J'ai dû leur rappeler leurs obligations légales de signalement qu'ils avaient déjà bafouées en étouffant les plaintes précédentes et qu'ils risquaient gros personnellement. Là, ils ont commencé à m'écouter. Le conseil a fini par accepter, du bout des lèvres, d'ouvrir une enquête interne, mais a confié sa supervision à Walker. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien géré. C'était délirant, comme confier les clés de la bergerie au loup. Je savais que tout serait faussé, alors j'ai contacté la presse locale anonymement, ne donnant que ce qu'il fallait pour mettre la puce à l'oreille aux journalistes. Sans jamais dire qui était Sage, je n'avais jamais été confronté à une pareille situation. Une journaliste du canard local, Sam, a accroché sur le sujet, mais il lui fallait mieux que des témoignages anonymes pour lancer une vraie enquête. Avec l'accord des parents de Jess, j'ai arrangé un entretien discret entre Sam et Jess pour qu'elle raconte ce qu'elle avait vécu. Je n'avais jamais traversé un moment aussi intense. Sam a commencé à creuser, à interroger d'anciens élèves, à exiger des documents publics. Comme on pouvait s'y attendre, les avocats du district l'ont menacée de poursuites pour diffamation, alors elle a dû avancer avec prudence. Je continue de me demander si j'ai fait ce qu'il fallait. Plus la pression médiatique montait,
Plus Jones se comportait bizarrement au lycée. Il annulait les TP, balançait des vidéos à la place de ses cours et fuyait les parents. Malgré tout ça, il continuait à faire cours, ce qui mettait Sage et d'autres filles très mal à l'aise. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à l'époque. J'ai demandé à ce que Sage soit affecté dans une autre classe de physique, mais l'administration a soutenu qu'il n'y avait aucune place ailleurs en raison des contraintes d'emploi du temps. J'ai donc dû mettre en place une solution d'études indépendante avec un autre professeur de sciences, qui a accepté de donner un coup de main après que je lui ai expliqué discrètement la situation, sans pour autant trahir la confiance de Sage. J'ai encore du mal à tout digérer. Jones a remarqué que Sage n'était plus en cours et l'a contacté directement via la messagerie interne de l'école, lui demandant la raison de son absence et lui proposant d'en discuter en privé pour sa note. J'ai intercepté le message sur l'ordinateur familial et l'ai sauvegardé comme preuve supplémentaire de contact déplacé en dehors du cadre officiel. Difficile de mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir. Pendant que la nouvelle circulait prudemment parmi les parents, de plus en plus de familles se sont mises à exprimer leurs inquiétudes concernant Jones. Beaucoup avaient jusque-là minimisé le malaise de leurs enfants, pensant qu'il ne s'agissait que de plaintes d'ados envers leurs enseignants. Je me demande encore si j'ai bien géré tout ça. À présent, le schéma sautait aux yeux. Pourtant, beaucoup redoutaient d'éventuelles répercussions scolaires, surtout pour ceux qui préparaient leur dossier pour l'université. Je ne sais pas si j'ai pris les bonnes décisions. On a alors créé un groupe de parents pour s'entraider et se protéger, se réunissant chaque semaine dans des maisons différentes pour rester discrets. Nous avions prévu d'être nombreux à la prochaine réunion du conseil d'administration afin d'exiger des mesures concrètes. Je n'avais jamais vécu une telle chose. Visiblement, le district s'attendait à notre mobilisation, car il a changé le lieu de la réunion à la dernière minute, choisissant une salle minuscule dans un bâtiment administratif excentré, de toute évidence pour limiter la participation. On s'est organisé en covoiturage pour rassembler le plus de monde possible, arrivant à l'avance afin d'occuper les places avant que le personnel du district ne vienne remplir la salle. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû repérer les signes avant-coureurs. Lors de la réunion, on a profité du temps de parole accordé au public pour exiger des réponses. Les membres du conseil ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas aborder publiquement les questions concernant le personnel à cause de la législation sur la vie privée. J'ai encore du mal à tout digérer. On s'était préparé à cette parade. Chaque parent a pris la parole 3 minutes pour lire à voix haute des extraits de nos preuves dans le compte-rendu public, sans mentionner les noms des élèves, mais en citant les dates, heures et comportements répréhensibles. Le président du conseil a essayé de nous faire taire en disant qu'on enfreignait le règlement, mais comme je connaissais bien les lois sur la transparence des réunions publiques, ils n'ont pas pu nous réduire au silence. C'est difficile à exprimer tout ce que j'ai ressenti. La période de questions du public est protégée par la loi de l'État, leur ai-je rappelé. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les citoyens de s'adresser au conseil pendant ce temps. Nos témoignages se sont ainsi retrouvés officiellement consignés, impossible à ignorer ou à enterrer. Je n'avais jamais traversé une telle situation auparavant. Les médias locaux ont relayé notre mobilisation face au conseil scolaire, prenant clairement l'administration au dépourvu. Dès le lendemain, Walker a publié un communiqué dénonçant une soi-disant chasse aux sorcières, menée selon lui par des parents mécontents dont les enfants auraient eu de mauvais résultats. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû voir venir ce genre de réaction. Cette attitude condescendante n'a fait que renforcer notre détermination à engager des actions en justice. J'ai consulté le procureur du district sur d'éventuelles infractions pénales, mais il m'a expliqué qu'il fallait des preuves plus tangibles d'actes délictueux et pas seulement des comportements déplacés. Avec le recul, je me rends compte que les signaux étaient là. On m'a alors conseillé de me pencher sur les irrégularités financières découvertes par Blue, qui pourraient entrer dans le cadre d'une fraude ou d'un détournement de fonds publics. Nous avons déposé une demande d'accès aux documents concernant les contrats liant la société de soutien scolaire au district, mais les responsables ont fait traîner les choses en invoquant la nécessité de vérifier la confidentialité des informations. Impossible de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai fait jouer mes contacts dans la police pour accélérer les démarches, insistant sur les soupçons de fraude. Quand on a enfin reçu les documents, ils révélèrent des paiements suspects, accompagnés de justificatifs volontairement vagues quant à la nature des services rendus. Ce fut un choc à l'époque. Blue a remonté la piste de l'argent à travers plusieurs comptes, jusqu'à découvrir que Walker touchait des commissions occultes de la société de soutien scolaire via une société écran au nom de son beau-frère. La difficulté restait de prouver l'implication de Jones, qui n'apparaissait sur aucun des documents financiers. Je ne sais pas si j'ai géré cette partie au mieux. Sage se rappelait pourtant avoir vu des papiers financiers chez Jones, alors qu'elle faisait semblant d'être sa femme. Un jour, il lui avait demandé de classer des documents dans son bureau à la maison. Mettre la main sur ces papiers aurait été risqué et sûrement illégal. Il fallait donc trouver une autre solution pour y accéder. Je n'avais jamais été confronté à une histoire pareille. En creusant un peu, j'ai appris que la sœur de l'ex-femme de Jones habitait tout près. Aller la voir directement aurait éveillé les soupçons de Jones, alors j'ai demandé à une collègue de la contacter sous prétexte d'une enquête sur une fraude financière touchant plusieurs personnes. J'ai encore du mal à réaliser tout ça. Cette sœur nous a révélé que l'ex-femme de Jones avait conservé des dossiers détaillés avant sa mort, persuadée qu'il y avait des irrégularités financières, mais elle avait eu peur de Jones qui l'avait menacée durant leur divorce.
Il a fallu la rassurer sur le fait qu'en nous aidant, elle permettrait de rendre justice à sa sœur tout en protégeant les victimes actuelles. Ce que j'ai éprouvé à ce moment-là est difficile à décrire. Grâce à elle, nous avons pu mettre la main sur des documents prouvant que Jones et Walker agissaient de la sorte dans plusieurs établissements scolaires depuis près de 10 ans. Certaines preuves étaient anciennes et risquaient d'être prescrites, donc nous nous sommes concentrés sur les transactions les plus récentes qui montraient clairement l'ampleur de la fraude. Je garde encore aujourd'hui le souvenir marquant de cette période. J'ai transmis les éléments financiers au procureur du district qui a bien constaté la gravité des agissements mais a jugé qu'on n'avait pas encore assez de quoi lancer des poursuites pénales contre les deux hommes. Il fallait impérativement montrer que des élèves étaient exploités pour que les accusations tiennent vraiment. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû repérer plus tôt les signes avant-coureurs. En poussant l'enquête plus loin, on a découvert que Jones recrutait des élèves en difficulté pour bosser dans sa boîte de soutien scolaire. Non pas pour donner des cours, mais pour rédiger des devoirs revendus ensuite à d'autres. Les élèves ne faisaient donc pas du tutorat. Ils produisaient à la chaîne des travaux universitaires pour des sportifs de haut niveau et d'autres étudiants. C'est là que tout s'est encore compliqué. Un ancien élève nous a confié qu'il écrivait ses devoirs pour les sportifs de la fac de l'État, mais qu'il avait peur de sanctions académiques qui pourraient lui coûter sa scolarité. On a donc négocié une immunité avec le procureur pour qu'il accepte de témoigner. Ça m'a vraiment marqué à l'époque. Grâce à son témoignage, on a mis à jour un système où Walker et Jones vendaient des devoirs à des étudiants sportifs via leur société, en contraignant des lycéens à faire le boulot. Ce n'était pas seulement de la fraude académique, c'était aussi une exploitation de mineurs. Je me demande encore aujourd'hui si j'ai bien géré cette partie. Il nous fallait des preuves irréfutables. Alors avec l'accord du procureur, on a monté une opération d'infiltration. Un policier s'est fait passer pour l'intermédiaire d'un sportif universitaire cherchant à se procurer des devoirs pour le semestre. L'opération a permis de surprendre Jones en pleine négociation, détaillant les tarifs et les modalités de livraison. J'ai encore du mal à digérer tout ça. Pendant le rendez-vous, il s'est même vanté de la qualité de ses rédacteurs, affirmant qu'aucun n'avait jamais été démasqué pour plagiat. Mais Walker, lui, n'était pas là, et il fallait encore prouver son rôle autrement que par les finances. Difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti sur le moment. Lors de l'opération, Jones a parlé de la part de Walker sur un enregistrement disant « Je dois donner 30% au patron, le reste c'est pour moi ». Ça recoupait les preuves financières, mais ce n'était pas suffisant pour retenir l'association de malfaiteurs. On a donc obtenu un mandat pour surveiller leur communication. C'est à ce moment-là que tout s'est complexifié. Ils évitaient soigneusement de parler affaires au téléphone ou par mail, conscients des risques, alors on a dû attendre une rencontre physique pour espérer avancer. Notre filature a fini par porter ses fruits. On a surpris un rendez-vous dans un restaurant à l'écart de la ville. J'en garde un souvenir marquant. Ils restaient prudents dans leurs échanges, mais notre micro a capté quelques phrases sur la nécessité de tenir les jeunes à carreau et que personne ne fasse le lien. En recoupant tout ça avec les preuves financières, on avait enfin de quoi lancer de vraies poursuites. À mesure que l'enquête avançait, Sage a commencé à faire des crises d'angoisse, à sursauter au moindre bruit, à mal dormir. Avec le temps, je réalise que j'aurais dû voir les signaux d'alerte. Elle ne pouvait pas sécher davantage les cours, surtout avec les dossiers d'inscription à la fac qui arrivaient. Alors j'ai organisé un suivi avec un spécialiste du traumatisme et obtenu des aménagements scolaires via la conseillère d'orientation. Cette dernière a été compréhensive sans avoir tous les détails, mais elle dépendait directement de Walker, ce qui compliquait la situation. Ça m'a vraiment bouleversé à l'époque. Il a fallu rester très prudent sur ce qu'on transmettait à l'établissement pour ne pas compromettre l'enquête. Des rumeurs ont commencé à circuler sur les raisons pour lesquelles Sage évitait le cours de Jones. Certains insinuaient qu'elle avait des passe-droits. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, difficile à mettre en mots. Sage voulait à tout prix préserver sa vie privée et ne pas devenir la cible des commérages, alors on a trouvé une version officielle. Elle travaillait en autonomie sur un projet de physique, à cause d'un conflit d'emploi du temps avec les préparations à l'université. Mais d'autres élèves ont commencé à lui tourner le dos après que Jones a laissé entendre qu'elle mentait sur la nécessité de ses aménagements. Je ne sais pas si j'ai bien géré cette partie. Il ne l'a jamais attaqué de front, mais lancé en classe des pics sur ceux qui inventent des excuses, en jetant un regard appuyé vers sa place vide. Heureusement, JP est resté fidèle, la défendant auprès des autres sans rien savoir de l'affaire. Je n'avais jamais vécu une situation pareille. J'enchaînais les doubles journées, assurant mes missions de police tout en menant l'enquête, souvent en sacrifiant mes nuits à éplucher les preuves ou rencontrer les parents. Ma santé en a sérieusement pâti. J'ai perdu du poids, accumulé les insomnies, eu des migraines à répétition. Je doute encore aujourd'hui d'avoir bien géré tout ça. Mon lieutenant a fini par remarquer mon état le jour où j'ai failli m'endormir pendant un briefing et il m'a convoqué. J'ai dû lui avouer certains aspects de l'enquête. J'avais peur qu'on m'écarte à cause de mon implication personnelle, mais je n'avais jamais connu pareille situation. J'ai insisté sur l'ampleur des délits financiers plus que sur mon lien avec Sage, en mettant en avant l'impact sur toute la communauté. Mon lieutenant s'est montré étonnamment compréhensif et a proposé de mobiliser les ressources du service pour qu'on documente comme il faut les preuves. Difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ça impliquait de rédiger des rapports officiels, alors on a dû structurer l'enquête avec encore plus de rigueur pour protéger la vie privée de Sage, tout en poursuivant Walker et Jones. Avec les moyens du service, on a pu accélérer l'enquête financière,
obtenir des mandats pour accéder à des relevés bancaires et des documents d'entreprise jusque-là hors de portée. C'est là que tout s'est encore compliqué. On a appris que Jones s'était rendu compte d'une manière ou d'une autre qu'il était visé par une enquête, sans doute alerté par quelqu'un du district, et il s'est alors empressé d'effacer toute trace compromettante en supprimant des mails et des fichiers sur son ordinateur de travail. Bien loin de se douter des compétences de la police scientifique, il n'imaginait pas que notre équipe technique réussirait à récupérer des éléments essentiels à partir des sauvegardes des serveurs et du cloud, là où il croyait tout avoir effacé. Jamais je n'avais été confronté à une telle situation. Walker, de son côté, a aussitôt commencé à mettre la pression sur les enseignants pour qu'ils nous signalent à la moindre présence policière dans l'établissement, arguant que ça perturbait l'ambiance scolaire. Pourtant, beaucoup d'enseignants, qui se méfiaient de Jones depuis des années, soutenaient discrètement notre enquête et nous transmettaient des infos sur les manœuvres de Walker et sur ce qui se disait en coulisses. Je me suis retrouvé à délaisser le reste de mon boulot de flic, à laisser filer des détails dans d'autres affaires et à accumuler du retard dans mes rapports. C'est là que tout s'est encore compliqué. Ma coéquipière a pris sur elle une bonne partie de ma charge sans jamais broncher ni me le reprocher. « Tu ferais pareil pour moi », m'a-t-elle soufflé alors que je la remerciais. Si j'ai échappé à une sanction officielle, c'est uniquement parce que mon lieutenant avait fini par être mis au courant. Quant à Sage, elle n'en pouvait plus. Le stress à l'école était devenu insupportable, au point qu'elle envisageait sérieusement de partir. J'essaie encore de prendre du recul sur tout ça. L'idée de quitter le lycée en terminale risquait de compromettre son admission à la fac. Beaucoup d'établissements ne voient pas d'un bon œil une scolarité inachevée. On a donc trouvé un cursus en ligne proposé par l'académie. Sage pouvait continuer ses cours en limitant au maximum sa présence physique au lycée et travailler tranquillement à la maison. Jones, lui, n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de la contacter directement sur les réseaux sociaux, prétendant qu'il pensait à elle et s'inquiétait de sa situation. J'ai intercepté le message, ce qui m'a permis d'ajouter le harcèlement à la longue liste de ses infractions. Toute la famille était sous pression. J'étais sur les nerfs, distrait, pendant que Sage se repliait sur elle-même et devenait anxieuse. J'essaie encore de comprendre comment on a pu en arriver là. Ma sœur est venue à la rescousse. Elle passait plusieurs fois par semaine pour préparer les repas et s'occuper du linge, histoire de me permettre de rester concentré sur l'enquête et d'être présent pour Sage. Les parents de Jess, de leur côté, ont même envisagé de déménager pour protéger leur fille, mais partir aurait mis en péril notre dossier, puisqu'elle était un témoin clé. Après de longues discussions, ils ont accepté de rester jusqu'à la fin de l'enquête, à condition de mettre la santé de leur fille avant tout si la situation dégénérait. Finalement, le procureur a consenti à poursuivre Jones pour harcèlement et coercition, sur la base des preuves que nous avions réunies, ce qui m'a bouleversé sur le moment. Mais il voulait des éléments plus solides contre Walker avant d'engager quoi que ce soit à son encontre, alors on s'est concentré sur la démonstration que Walker était bel et bien au courant des agissements de Jones auprès des élèves. On a interrogé la secrétaire qui gérait les dossiers disciplinaires de l'établissement, mais elle craignait de perdre son poste si elle témoignait contre son supérieur. Difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti dans ce moment-là. Il a fallu la rassurer et lui garantir une protection en tant que lanceuse d'alerte via le bureau du procureur pour qu'elle accepte de coopérer. Elle a fini par révéler que Walker faisait systématiquement disparaître les signalements contre Jones, les effaçant des dossiers ou les requalifiant en simples malentendus. Elle disait n'avoir fait qu'obéir aux ordres et ne pas avoir mesuré l'ampleur de la situation. Jamais je n'avais vu une chose pareille. Il nous fallait toutefois prouver l'intention de Walker, pas simplement des négligences administratives. C'est là qu'on a découvert qu'il avait contourné le système informatique disciplinaire de l'école pour faire disparaître les signalements visant Jones. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le logiciel enregistrait des journaux cachés, invisibles pour les utilisateurs classiques. Nos experts ont réussi à récupérer les plaintes supprimées, mettant au jour une série d'incidents que Walker avait volontairement couverts. Je ne sais pas trop si j'ai géré tout cela comme il fallait. Les données récupérées révélaient plusieurs plaintes contre Jones sur 2 ans, provenant d'élèves et de parents différents. Pour faire le lien avec les arrangements financiers, on a croisé les dates des signalements avec des transactions suspectes, ce qui a fait ressortir une chronologie où les paiements adressés à Walker augmentaient chaque fois qu'une plainte était enterrée. C'est à ce moment-là que tout s'est encore compliqué. Ce parallèle laissait fortement soupçonner un système de chantage ou de paiement en échange de protection, même si ce n'était pas une preuve formelle d'un accord. Dans l'un des signalements récupérés, il était précisé que Jones avait obligé un élève à travailler pour lui en échange de l'effacement d'une sanction disciplinaire, en lui faisant rédiger des devoirs. Le lien était alors établi entre l'exploitation des élèves et le système de tutorat. J'ai bien du mal à prendre du recul sur tout ça. L'élève en question, ayant obtenu son bac et quitté la région, a finalement refusé de témoigner malgré nos tentatives pour le joindre. On a donc dû s'appuyer sur sa plainte écrite et sur les preuves matérielles, faute de témoignages directs, ce qui m'a marqué.
À ce stade, le procureur a estimé qu'on avait assez pour lancer des poursuites initiales contre Jones pour exploitation et harcèlement, et contre Walker pour fraude et manquement à ses devoirs. Il restait toutefois inquiet quant à la réaction du milieu local, les deux hommes étant très bien implantés dans le tissu associatif. J'ai encore du mal à croire tout ce qu'on a traversé. On a donc minutieusement planifié leur arrestation afin de limiter les remous dans l'établissement, tout en s'assurant que ni l'un ni l'autre ne puisse prévenir son complice. L'arrestation de Jones devait se faire hors temps scolaire, un week-end, mais il a manifestement eu vent de l'opération, probablement grâce à une fuite au district après la délivrance du mandat. Je n'avais jamais vu ça. Il a tenté de prendre la fuite en pleine nuit, chargeant ses affaires dans sa voiture avant de quitter la maison à 4 heures du matin. Grâce à notre alerte, les gendarmes l'ont intercepté à la frontière de l'État. Il prétendait qu'il partait simplement en vacances pour rendre visite à sa famille, mais vu le contexte, personne n'y a cru. Il nous a fallu démontrer que Jones avait réellement l'intention de prendre la fuite, ce qui aurait permis de renforcer notre dossier et de justifier sa mise en détention sans possibilité de caution. J'avoue que je n'avais jamais vécu une telle expérience auparavant. Lorsqu'on a fouillé sa voiture, on y a trouvé une grosse somme en liquide, un passeport et plusieurs téléphones prépayés. Tout laissait penser qu'il se préparait à disparaître pour un bon moment. Son avocat a bien tenté de faire passer tout cela pour des objets anodins emportés dans le cadre d'une visite familiale, mais l'absence totale de bagages, de vêtements ou de nécessaires de toilette a vite mis à mal sa version. C'est à partir de là que les choses se sont vraiment compliquées. Ce qu'on a découvert chez lui s'est révélé décisif pour étoffer notre dossier. La perquisition a permis de mettre au jour une pièce secrète dissimulée derrière un placard, remplie de vêtements féminins ressemblant à ceux que Sage disait avoir été forcé de porter, ainsi que des photos d'élèves prises en dehors du contexte scolaire, des trouvailles qui m'ont marqué à vie. L'avocat de Jones a tenté de minimiser l'importance de ces objets, arguant que leur possession n'était pas illégale en soi, mais vu le contexte, il était évident qu'ils prenaient tout leur sens dans le cadre des accusations d'exploitation. Plus encore, nous sommes tombés sur des documents financiers prouvant son implication dans le système de tutorat et des paiements réguliers à Walker. Avec du recul, je me dis que j'aurais dû voir les signaux d'alerte. Quand Walker a appris l'arrestation de Jones par le bureau du procureur, il a immédiatement tenté d'effacer des dossiers scolaires sur son ordinateur du travail, sans savoir que notre équipe informatique avait déjà tout sauvegardé sur les serveurs, ajoutant ainsi l'entrave à la justice à la liste de ses délits. Je ne saurais jamais si j'ai vraiment bien géré la situation. Il a été interpellé dans l'après-midi même, semant la panique parmi les cadres du district. Le procureur du district a lancé des poursuites contre les deux hommes. Jones pour exploitation d'élèves, harcèlement et fraude, Walker pour faute professionnelle, destruction de preuves et délits financiers. C'est difficile à décrire, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. On savait que la suite serait délicate. Ils avaient engagé des ténors du barreau et le district cherchait à tout prix à s'éloigner du scandale. Nous, de notre côté, avons continué à réunir le moindre élément susceptible de consolider le dossier. L'annonce des arrestations a secoué la communauté, faisant la une du journal local. Avec un peu de recul, j'aurais dû voir venir les choses. Beaucoup de parents et de membres du quartier refusaient de croire que des éducateurs en qui ils avaient confiance puissent être impliqués dans une telle affaire. « Je connais le proviseur Walker depuis 15 ans », a déclaré un membre du conseil d'administration à la presse. « Je n'avais jamais vécu une chose pareille auparavant. Ça ne peut être qu'une erreur. » Sur le plan de la communication, il a fallu avancer avec 1000 précautions, protéger l'identité des victimes et garantir une information fiable. Certains parents se sont rangés du côté de Jones et Walker, allant jusqu'à créer un comité demandant un traitement équitable et remettant en cause le bien fondé des accusations. Avec le recul, j'aurais dû être plus attentive aux signes. D'après eux, cette affaire n'était rien d'autre qu'une chasse aux sorcières orchestrée par des élèves mécontents, désireux de se venger à cause de mauvaises notes. Mais à mesure que d'autres élèves prenèrent la parole, encouragés par le courage de leurs camarades, le vent a tourné et l'opinion publique a commencé à reconnaître la gravité des faits, ce qui m'a profondément marqué à l'époque. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour tenter de contenir la crise, tout en s'efforçant de présenter les choses comme des incidents isolés et en refusant de voir l'ampleur des dysfonctionnements qui avaient rendu tout cela possible. J'ai assisté à cette réunion avec d'autres parents, apportant des preuves que l'administration avait fermé les yeux sur Jones, malgré plusieurs signalements étalés sur des années, ce qui m'a fortement marqué à l'époque. Le conseil a voté la mise à pied administrative de Walker, mais a choisi comme proviseur intérimaire son adjoint, qui lui était très proche et avait contribué à enterrer les plaintes. Nous avons alors dû garder un œil attentif sur l'administration pour éviter toute nouvelle tentative d'entraver la justice au cours de la procédure. J'ai encore du mal à réaliser tout cela. Les élèves, eux, ont organisé une grève de solidarité pour soutenir Sage et les autres victimes. Plus de 200 se sont absentés délibérément. L'administration a menacé de sanctions disciplinaires sous prétexte que cela constituait une infraction au règlement sur l'assiduité. Avec le recul, j'aurais dû repérer les signes annonciateurs. De nombreux parents et habitants se sont joints au mouvement pour protéger les jeunes contre d'éventuelles représailles, formant une barrière humaine face aux membres de l'administration qui prenaient même des photos des élèves. Les médias locaux ont largement couvert l'événement,
multipliant les interviews auprès des organisateurs et des parents mobilisés. C'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. L'avocat de Jones a dénoncé cette couverture médiatique, craignant qu'elle ne nuise à l'impartialité du jury, et a demandé le dépaysement du procès. Le juge a préféré imposer une ordonnance de silence limitée, interdisant aux autorités et aux procureurs de communiquer certaines informations à la presse. C'est à ce moment-là que la situation s'est encore complexifiée. Fidèles à cette décision, nous avons travaillé en lien avec des associations spécialisées pour garantir un accompagnement adapté aux élèves tout au long du procès. Il nous a fallu être extrêmement vigilants sur les informations diffusées, en privilégiant le soutien aux victimes et en évitant de divulguer des détails qui auraient pu enfreindre l'ordonnance du tribunal. Je ne sais pas si j'ai vraiment agi au mieux. Ce n'est qu'après l'intervention des autorités éducatives de l'État que le directeur académique a fini par reconnaître la gravité de la situation, tout en s'efforçant de faire passer cela pour la faute de quelques individus isolés, agissant à l'insu de l'organisation. Nous avons alors présenté des éléments prouvant la négligence institutionnelle avérée. Plainte restée sans suite, absence de vérification sérieuse avant l'embauche de Jones. Cela m'a profondément marqué à l'époque. Le ministère de l'Éducation de l'État a décidé d'ouvrir sa propre enquête sur la gestion du recrutement et des plaintes au sein du district. Leur priorité, au départ, semblait être la réputation et l'accréditation du district, davantage que le bien-être des élèves, tant ils se concentraient sur les aspects administratifs plutôt que sur le soutien concret aux victimes. Cela m'a profondément marqué à l'époque. Nous avons alors partagé nos preuves avec certains responsables de l'État plus sensibles à la situation, qui ont mis la sécurité des élèves au centre de leur démarche. Les enquêteurs de l'État ont mis au jour des pratiques similaires dans d'autres établissements du district, ce qui montrait bien que les problèmes ne se limitaient pas à Jones et Walker. Franchement, c'est compliqué à mettre en mots, ce que j'ai ressenti. Les enquêteurs se heurtaient à toute une série d'obstacles administratifs et de questions de compétences, alors on a pris l'initiative de les mettre en relation avec d'autres lanceurs d'alerte du district, qui pouvaient apporter des témoignages concrets sur les dysfonctionnements. Les parents, excédés, ont exigé une refonte totale de la direction administrative, allant jusqu'à demander la démission des membres du conseil qui avaient fermé les yeux sur les alertes concernant Jones. C'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti. Le conseil, quant à lui, s'accrochait à ses habitudes, prétextant qu'il fallait une certaine stabilité en période de crise. Du coup, plusieurs membres de la communauté ont décidé de se mobiliser pour les prochaines élections, fédérant leurs forces autour d'une coalition centrée sur les élèves et résolue à instaurer davantage de transparence et de responsabilité. Jamais je n'avais été confronté à une telle situation. La défense de Jones, elle, a d'abord tenté de faire croire que Sage avait consenti à l'arrangement, sous-entendant qu'elle avait tout inventé après avoir eu une mauvaise note. Mais cette manœuvre s'est retournée contre eux de façon spectaculaire quand d'autres victimes sont venues témoigner, racontant des histoires qui se ressemblaient terriblement. Je dois avouer que je ne comprends toujours pas tout, même avec le recul. La défense a ensuite changé de braquet, rejetant la faute sur Walker et présentant Jones comme un simple exécutant des ordres de l'administration. De son côté, l'équipe de Walker a voulu le faire passer pour un homme totalement étranger aux agissements de Jones avec les élèves, affirmant qu'il n'avait participé qu'à des dispositifs de tutorat tout à fait classiques, ce qui m'avait marqué à l'époque. Mais les preuves financières étaient accablantes. Il était clairement au courant du système, si bien qu'ils ont fini par envisager des négociations avec le procureur. Ce dernier a proposé à Walker une peine allégée en échange d'un témoignage complet contre Jones, mais aussi d'informations sur d'autres employés impliqués dans les dérives. C'est vraiment difficile à décrire, ce que j'ai ressenti. Au début, Walker a refusé, persuadé que ses relations suffiraient à le protéger. On a donc continué à constituer des dossiers distincts contre les deux hommes, en prévoyant des procès séparés si besoin. Ça m'a vraiment marqué à l'époque. Au fil de la préparation, de nouveaux éléments ont révélé que Jones avait déjà mis en place des schémas similaires dans ses précédents établissements, certains responsables admettant l'avoir simplement déplacé plutôt que de lancer des procédures disciplinaires. Pour la plupart de ces cas, les faits étaient prescrits. Alors on s'en est servi pour démontrer un mode opératoire, pas pour ajouter de nouveaux chefs d'accusation. Je m'efforce toujours de comprendre tout cela. Walker a finalement accepté de coopérer et de témoigner contre Jones, comprenant que les preuves contre lui étaient accablantes. Lors des premiers entretiens, son récit paraissait calculé et incomplet, il cherchait visiblement à minimiser sa propre implication tout en chargeant Jones. Avec le recul, j'aurais dû me douter de quelque chose. Le procureur l'a mis devant ses contradictions, confrontant ses propos aux éléments matériels. Acculé, Walker a fini par révéler l'existence d'un réseau bien plus vaste, impliquant d'autres cadres du district, un proviseur adjoint qui avait couvert les plaintes et un conseiller d'orientation chargé de repérer les élèves les plus fragiles. Ce jour-là, ça m'a profondément marqué. Certaines accusations restaient difficiles à vérifier immédiatement,
et les enquêteurs ont alors lancé de nouvelles investigations tout en restant concentrés sur le dossier principal. La défense de Jones a tenté d'écarter les enregistrements réalisés par Sage en invoquant une atteinte à la vie privée. Je n'avais jamais connu une situation pareille. Après de longs échanges juridiques, le juge a fini par déclarer ces enregistrements recevables, puisque la loi de l'État autorise ce type de preuve quand un seul participant a donné son accord. Cela voulait dire que le jury allait entendre les menaces et manipulations enregistrées sur les bandes audio. C'est à partir de là que les choses se sont encore corsées. Contre l'avis de son avocat, Jones a choisi de témoigner. Il a multiplié les contradictions avec les preuves, perdant son sang-froid au contre-interrogatoire quand on l'a confronté à ses incohérences. Je n'arrive toujours pas à tout saisir. Sa crédibilité en a pris un sérieux coup, plusieurs jurés qualifiant même sa prestation de manifestement malhonnête. Les mouvements d'argent liaient de façon évidente la société de tutorat aux deux hommes, des experts expliquant comment les fonds étaient blanchis via plusieurs comptes. Jones répétait qu'il s'était contenté de suivre les instructions de Walker concernant l'entreprise, mais l'accusation a prouvé le contraire grâce à des témoignages et des documents signés de sa main. Honnêtement, je me demande encore si j'ai bien géré la situation. Le jury a mis 3 jours à se décider, avant de le reconnaître coupable de la plupart des chefs d'accusation retenus contre lui. Il a certes été acquitté de 2 faits mineurs pour lesquels les preuves restaient floues, mais jugé coupable sur les principaux chefs d'exploitation, de fraude et de harcèlement. Je n'avais jamais vécu pareille épreuve. Jones risquait une lourde peine, qui serait prononcée le mois suivant. Lors de l'audience, son avocat a tenté d'obtenir la clémence du tribunal en mettant en avant son statut de père célibataire et la nécessité pour son fils d'avoir un repère parental. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû voir venir certains signes. Le juge, cependant, est resté ferme, insistant sur la gravité d'avoir exploité des élèves vulnérables et d'avoir trahi la confiance que sa fonction exigeait. Le tribunal ne saurait ignorer que vous avez utilisé votre position pour manipuler et exploiter précisément ceux que vous étiez censé protéger et instruire, a déclaré le juge avant de le condamner à 15 ans de prison. C'est un souvenir qui m'a vraiment marqué. Walker, lui, a écopé d'une peine réduite à 7 ans grâce à sa coopération, ce qui a permis de poursuivre d'autres employés du district. Beaucoup de victimes et leurs familles ont eu le sentiment que sa peine n'était pas à la hauteur, compte tenu de sa responsabilité dans des années d'abus. Jamais je n'avais eu à traverser une situation pareille. Nous nous sommes vraiment investis dans les réformes de fond qui ont suivi son témoignage, en particulier la refonte totale des procédures de recrutement et de gestion des plaintes à l'échelle du district. Le conseil scolaire a finalement reconnu les graves dysfonctionnements qui avaient permis à la situation de dégénérer et a présenté des excuses officielles aux élèves et à leurs familles. Franchement, j'aurais du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Malgré tout, ils ont expliqué que le manque de moyens financiers limitait leur capacité à mettre en place tous les contrôles nécessaires, préférant allouer les budgets à leur défense plutôt qu'aux mesures de réforme. Les militants locaux ont réclamé un changement complet à la tête du conseil, organisant des manifestations pendant les réunions et lançant une pétition pour démettre les membres les plus opposés au changement. Je n'avais jamais vécu une telle effervescence auparavant. Une élection partielle a donc été organisée pour remplacer 3 membres qui avaient démissionné. Les tenants du statu quo n'ont pas lésiné sur les moyens pour soutenir leurs candidats, promettant stabilité et retour à la normale. De notre côté, nous avons mobilisé le soutien populaire autour des candidats réformateurs grâce à des forums citoyens et du porte-à-porte pour faire comprendre l'importance d'un nouveau souffle. Cela m'avait marqué à l'époque. 3 nouveaux membres ont ainsi été élus, avec un programme axé sur la transparence et la responsabilité. Mais ils se sont vite heurtés à l'opposition de la majorité restante, ce qui a donné lieu à des réunions tendues et de multiples blocages. Avec le recul, j'aurais sans doute dû voir venir les difficultés. Au départ, les avancées sur les changements de politique ont été laborieuses, le temps que les nouveaux venus s'approprient les rouages internes et tissent des alliances. L'État a finalement imposé des réformes en profondeur au district, dont de nouveaux processus de recrutement, un suivi renforcé des plaintes et des audits réguliers des mesures disciplinaires. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là est difficile à décrire. La mise en œuvre de toutes ces nouveautés a exigé des ressources considérables, que le district disait ne pas pouvoir dégager à cause des indemnisations à payer. Les nouveaux élus ont alors choisi de prioriser la sécurité des élèves sur les frais administratifs, supprimant des postes au siège pour financer les réformes nécessaires. À l'époque, cela m'a vraiment touché. Sage et d'autres victimes ont entamé des démarches civiles contre le district pour obtenir réparation du traumatisme subi et des perturbations dans leur scolarité. L'assureur du district a engagé des avocats particulièrement agressifs qui, dans un premier temps, ont tout fait pour rejeter la faute sur les victimes en leur reprochant leur silence ou leur participation supposée au système. Je n'avais jamais rien traversé de tel. Nous avons alors orienté les victimes vers des avocats spécialisés qui travaillaient aux résultats et avaient l'habitude des affaires d'abus institutionnels. Après des mois de négociations et de batailles juridiques, le district a fini par proposer un accord combinant indemnisation et changement de politique, une étape qui m'a marqué à l'époque.
Au départ, ils voulaient imposer des clauses de confidentialité très strictes, interdisant aux victimes de s'exprimer publiquement. Mais ces dernières ont obtenu d'ajouter des garanties de transparence afin de pouvoir témoigner et aider d'autres personnes, tout en préservant certains aspects de leur vie privée. Je n'avais jamais rien connu de semblable. L'accord final a créé un fonds d'indemnisation pour les victimes et mis en place un comité indépendant pour veiller à l'application des réformes. Le montant versé était assez conséquent pour que le district comprenne qu'il lui coûterait désormais moins cher de prévenir les abus que de payer pour les réparer. Ce que j'ai ressenti alors, c'est difficile à expliquer. Pourtant, il était évident que la guérison du traumatisme prendrait beaucoup plus de temps que la résolution du contentieux juridique, alors nous avons mis en place un accompagnement pérenne pour tous les élèves concernés, avec notamment un suivi psychologique spécialisé et des aménagements scolaires adaptés. Les suites de cette histoire ont apporté à notre communauté à la fois de la réparation et de nouveaux défis. C'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Petit à petit, Sage a retrouvé le chemin de l'école, même si elle a préféré finir sa dernière année en alternant cours en présentiel et à distance pour limiter les contacts avec ceux qui n'avaient pas su protéger les élèves. Elle a pu compter sur ses amis et sur des enseignants qui l'ont aidé à rattraper son retard. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours pris les bonnes décisions au fil de tout cela. La nouvelle direction a lancé des réformes ambitieuses, incluant un dispositif de signalement anonyme et des audits réguliers des dossiers disciplinaires. Ils ont aussi mis en place des protocoles clairs pour traiter les signalements de mauvaise conduite, avec un contrôle extérieur pour les affaires impliquant des membres du personnel. C'est à ce moment-là que la situation s'est encore compliquée. J'ai reçu autant de critiques que d'encouragements pour ma façon de mener l'enquête. Certains collègues estimaient que j'étais allé trop loin par rapport à la déontologie, tandis que d'autres saluaient ma détermination à protéger les élèves les plus vulnérables. Au final, j'ai reçu une distinction du département pour avoir mis au jour les malversations financières, tout en recevant la recommandation de mieux séparer, à l'avenir, ma vie privée et professionnelle. Cette expérience m'a poussé à lancer un réseau de parents engagés pour la sécurité et la transparence dans les écoles, qui s'est depuis étendu aux districts voisins. On propose désormais des ressources aux familles confrontées à la lourdeur administrative et on forme les parents à reconnaître les signes qui doivent alerter. Le courage de Sage a inspiré d'autres élèves à signaler différents types de comportements inappropriés, ce qui a vraiment contribué à changer la culture des établissements. Les élèves ont eux-mêmes créé un groupe de soutien, se retrouvant chaque semaine pour discuter des difficultés qu'ils rencontrent et faire remonter collectivement leurs recommandations à l'administration. Même si elle poursuit encore sa thérapie, Sage a trouvé un nouveau sens à tout cela en accompagnant les plus jeunes pour leur apprendre à reconnaître les situations à risque de la part d'adultes en position d'autorité, mais aussi à connaître leurs droits dans le système scolaire. Chaque jour, sa force m'étonne, même s'il y a encore des moments où certains événements ravivent son angoisse. Ce que nous avons traversé ensemble nous a rapprochés, car nous avons appris à parler franchement, même des sujets les plus difficiles. On sait tous les deux que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des moments de doute, d'autres d'espoir, et on avance côte à côte, à notre rythme, vers l'après. Je me sens plus protecteur que jamais, mais j'essaie aussi de lui laisser l'espace dont elle a besoin alors qu'elle prend son envol et se prépare à l'université. 3 ans ont passé. Jones reste derrière les barreaux. Tous ses recours ont été rejetés, les juges n'ayant relevé aucune faille dans la procédure. Quant à Walker, il s'est vu refuser sa libération conditionnelle, la commission ayant souligné à quel point il refusait d'assumer réellement ses actes, cherchant toujours à minimiser sa part de responsabilité. Le système frauduleux de soutien scolaire a été complètement démantelé et les fonds récupérés servent désormais à de vrais dispositifs pour les élèves. Accompagnement psychologique renforcé, soutien scolaire repensé. Désormais, chaque contrat externe doit passer par plusieurs niveaux de validation. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas tant la victoire au tribunal que de voir Sage reprendre confiance en elle, retrouver sa capacité à agir. Lorsqu'elle a témoigné au procès, elle a soutenu le regard de Jones et lui a lancé « Tu as voulu me priver de ma force, mais en me défendant, j'ai découvert un courage insoupçonné. » Aujourd'hui, alors qu'elle prépare son entrée à la fac avec l'envie de s'engager dans la défense des droits et la justice sociale, je mesure combien cette épreuve l'a transformée. Pour qu'aucun autre élève n'ait à subir ce qu'elle a traversé, elle envisage de faire des études de droit en se spécialisant dans les politiques éducatives, espérant ainsi renforcer la protection des élèves à l'échelle du système. Même si j'aurais tout donné pour la préserver de cette douleur, je suis immensément fier de la femme forte qu'elle est devenue. La semaine dernière, elle a reçu ses lettres d'admission à plusieurs universités, accompagnée d'une bourse importante réservée à ceux qui ont surmonté des épreuves majeures. Le soir où nous avons fêté ça autour d'un dîner, elle m'a dit « Papa, je n'aurais jamais tenu sans le fait que tu m'as cru dès le départ. » Rien que pour ce moment-là, toutes les nuits blanches, tous les combats administratifs, toutes les remises en question en valèrent la peine. Le système a essayé de faire taire ma fille, mais ensemble, on a obtenu justice. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été victimes de ces hommes. Ce fut long, éprouvant, mais c'était indispensable. Au départ, tout est parti d'une simple inquiétude de parents lors d'une réunion de parents-professeurs, et ça a fini par mettre au jour un système de corruption installé depuis des années.
S'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que parfois, il faut s'en remettre à son intuition, même quand les institutions cherchent à minimiser ce qu'on ressent. La vérité compte, surtout face à ceux qui voudraient de l'enterrer. Quand je repense à tout ça, près de 5 ans plus tard, je trouve presque irréel qu'une discussion un peu étrange avec un prof de physique ait pu déclencher une enquête d'une telle ampleur, qui a abouti à des poursuites pénales. Les traces de cette affaire sont encore bien présentes dans tout le système éducatif de notre région. Plusieurs académies ont revu de fond en comble leurs procédures de signalement. Et l'Assemblée régionale a même voté ce qu'ils appellent la loi pour la sécurité des élèves. Vérification d'antécédents obligatoires, interdiction pour les écoles de conclure des accords de confidentialité quand un membre du personnel part dans des circonstances douteuses. Parfois, il m'arrive encore de douter, de me demander si je suis allé trop loin, à la fois comme père et comme policier. Des collègues m'ont dit que j'aurais dû me retirer de l'enquête, et sur le plan strictement procédural, ils n'ont sans doute pas tort. Pourtant, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas fermer les yeux et faire confiance à un système qui avait déjà laissé tomber tant d'élèves. Cette expérience m'a profondément marqué, jusque dans ma façon de travailler. Aujourd'hui, je prête une attention toute particulière aux affaires où il existe des rapports de pouvoir institutionnels et je suis devenu la personne ressource dans notre service dès qu'il s'agit d'écoles ou de programmes pour jeunes. Mon chef m'a même chargé de monter une formation pour sensibiliser les nouveaux agents à repérer les mécanismes de protection institutionnelle ou les tentatives d'étouffement. Le plus éprouvant dans toute cette histoire aura été de voir Sage se débattre avec les conséquences. Il y a eu des nuits où je l'entendais pleurer, impuissant malgré toute mon expérience. Les victoires judiciaires ne suffisent pas à effacer le traumatisme. Sa psychologue me rappelle que c'est normal, que la guérison prend du temps et n'est faite ni de lignes droites, ni de raccourcis. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle s'épanouit en 2e année à la fac et elle fait même un stage dans une association qui œuvre pour la protection des élèves au sein des établissements scolaires. Elle a transformé sa douleur en force, en mission, et je l'admire chaque jour un peu plus. Jones et Walker, quant à eux, sont devenus des exemples à ne pas suivre dans tout le milieu éducatif. La prison n'était qu'un début. Ils ont été définitivement interdits d'enseigner et ont perdu tous leurs titres et accréditations. Le scandale de leur société de soutien scolaire a même débouché sur des enquêtes jusque dans l'enseignement supérieur, ce qui a entraîné des sanctions contre plusieurs programmes sportifs universitaires ayant acheté des travaux à leur entreprise. L'ampleur de leurs agissements dépassait tout ce que nous avions pu imaginer, impliquant au moins 5 académies et 3 universités sur près de 10 ans. Je me demande parfois combien d'autres Jones et Walker restent encore en place, profitant de leur pouvoir pendant que les institutions ferment les yeux. Cette pensée me tient parfois éveillé la nuit, mais c'est aussi elle qui me donne la force de continuer à me battre. La coalition des parents, née au fil de l'enquête, s'est transformée en une véritable association pérenne, veillant de près aux décisions des conseils scolaires et épaulant les familles confrontées à des soucis disciplinaires. Grâce à elle, plusieurs élèves ont pu faire entendre leur voix sur divers manquements, même si, heureusement, rien d'aussi grave et organisé que ce que Jones et Walker avaient mis en place. Le seul vrai point positif dans toute cette histoire, c'est d'avoir vu la mentalité de notre communauté évoluer. Là où régnait autrefois une confiance aveugle envers les autorités scolaires, on trouve désormais un regard critique salutaire et une exigence de transparence qui pousse à demander des comptes. Les parents s'impliquent davantage, les élèves sont mieux informés sur leurs droits et les responsables savent désormais qu'ignorer ou étouffer les problèmes leur coûtera bien plus cher que de les affronter honnêtement. Je ne me fais pas d'illusions, tout n'est pas réglé. Le pouvoir peut toujours être détourné et les institutions continueront, quoi qu'il arrive, à chercher d'abord à se protéger. Mais chez nous, au moins, la balance penche un peu plus du côté de la justice et de la clarté. Pour Sage et moi, il a aussi fallu du temps pour reconstruire la confiance mise à mal quand j'ai fouillé sa chambre et lu son journal. Ce fut un passage vraiment difficile, et même si cela nous a permis de découvrir la vérité, cela restait une intrusion dans son intimité qui a nécessité du temps pour s'apaiser. Nous avons eu des échanges très francs sur les limites à respecter, la confiance à rétablir et ce que signifie vraiment se respecter quand on grandit. Ce n'était pas toujours facile, mais c'était indispensable. Pour la suite, je garde une forme d'optimisme prudent. Les membres réformateurs élus au conseil scolaire sont parvenus à rassembler assez de soutien pour faire bouger les lignes et instaurer de vraies réformes dans la gestion des établissements. Le comité de contrôle indépendant, né de l'accord, a des pouvoirs concrets, avec un accès direct au dossier et la possibilité d'enquêter sur les plaintes sans ingérence de l'administration. Et surtout, des jeunes comme Sage et Jess ont montré aux élèves plus jeunes qu'oser dénoncer des abus, ce n'est pas trahir, c'est faire preuve de courage. Si vous lisez ces lignes et que vous reconnaissez des situations similaires chez vous ou dans l'école de vos enfants, surtout, ne détournez pas le regard. Notez chaque détail, cherchez des alliés, tenez bon et ne lâchez rien. Les systèmes sont conçus pour se protéger, mais ils ne résistent pas longtemps face à la ténacité de ceux qui refusent de baisser les bras. La vérité finit toujours par peser suffisamment lourd pour qu'on ne puisse plus la faire taire.